Merci à tous d'être présents pour cette conférence organisée par l'Institut Montaigne, entreprises et personnel en partenariat avec les Mardis de l'ESSEC. Je suis Derek Perrotte, je suis journaliste aux Échos depuis 9 ans où j'ai d'abord suivi le management puis désormais toutes les questions sociales. On va entamer cette conférence Reconstruire le dialogue social par une rapide présentation par Gérard Adam. Alors au départ, nous avons fait 3 constats. Premier constat, il concerne la réforme de la représentativité syndicale et nous avons considéré qu'il s'agissait d'une réforme inachevée. Inachevée, pourquoi ? Parce que d'abord, le patronat en est resté à l'écart et nous pensons que ce qui a été fait pour les syndicats devrait s'imposer désormais pour le patronat. Deuxième raison, parce que nous ne trouvons pas que ce qui a été décidé pour les très petites entreprises est satisfaisant. L'idée d'un vote, non pas sur des représentants, mais sur des sigles syndicaux, ne nous paraît pas une bonne solution. Et puis enfin et surtout, parce que la réforme de 2008 a laissé à l'écart le problème de la syndicalisation, c'est-à-dire des adhérents. Et nous craignons qu'en mettant trop l'accent sur l'élection comme critère de représentativité essentiel, s'engage une sorte de syndicalisme d'appareil, négligeant par trop la place des adhérents. Deuxième constat, c'est une évidence, nous avons noté un interventionnisme social de l'État qui va croissant. Alors, il y a peut-être des raisons circonstancielles. La crise est toujours, comme toutes les crises, facteur de centralisation. Il y a une vieille culture jacobine française, mais il nous a semblé que le phénomène allait en s'aggravant, que les négociations étaient de plus en plus sous contrôle, à travers, par exemple, des notes d'orientation que le gouvernement adresse aux partenaires sociaux. Nous avons noté que le champ du paritarisme tendait à se réduire et qu'il y avait, au fil des décisions prises par les pouvoirs publics dans le domaine de la formation ou de l'emploi, des ponctions de plus en plus importantes sur des fonds qui devraient être normalement gérés par les partenaires sociaux. Ceci nous a amené à nous interroger d'abord sur le champ de la négociation collective, quelle doit être sa place comme élément de régulation sociale, et puis également sur les modalités de la transcription législative des accords. Troisième constat, c'est un système de négociation qui nous a paru devoir être modernisé. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans le détail de l'analyse, mais il nous a semblé que pour la négociation nationale interprofessionnelle, on mêlait beaucoup de genres différents, des accords parfois normatifs, des accords parfois incitatifs, des délibérations sociales qui ne sont pas des négociations, qui débouchent plus ou moins sur des discussions qui tendent à s'éterniser, et puis un genre un peu insolite, la position commune, qui a été utilisée pour la réforme de la représentativité, et qui nous semble un genre étrange, parce que d'abord elle n'est pas commune, et puis ensuite parce que ça n'est pas un engagement juridique vrai. Voilà pour brièvement la négociation nationale interprofessionnelle. Pour les branches, nous avons noté un émiettement considérable des branches, 1 millier de conventions collectives, avec des conventions qui parfois sont actives, dynamiques, et parfois qui sont quasiment moribondes. Et en tous les cas, cet émiettement, qui avait été relevé par le rapport qu'on a un peu oublié de Jean-Frédéric Poisson, nous paraît devoir être totalement revu dans les années à venir, parce que cet émiettement du niveau intermédiaire entre le national interprofessionnel et l'entreprise est un élément pivot dans la régulation sociale. Alors, en ce qui concerne la négociation d'entreprise, elle est vivante dans beaucoup d'entreprises, mais elle souffre d'une absence dans un certain nombre d'entreprises, notamment les plus petites, et puis surtout de règles qui, je vais y revenir dans les propositions, de fonctionnement qui nous paraissent être un élément parfois de freinage de la négociation collective au niveau décentralisé. Alors voilà très brièvement
Le constat, j'en arrive aux propositions. Je ne vais pas toutes les énumérer. Nous avons fait 6 séries de propositions. Renforcer la légitimité des syndicats, renforcer l'autonomie contractuelle des partenaires sociaux, rendre plus cohérent le système de négociation collective, accompagner le développement professionnel des représentants du personnel, redéfinir le rôle et le mode de fonctionnement des institutions de représentation et développer la prévention et la régulation des conflits. Voilà les 6 thèmes, mais je voudrais simplement, dans mon introduction, mentionner 2 points. Premier point, c'est l'autonomie des partenaires sociaux. Il nous semble que la réforme de la représentativité n'a guère finalement d'intérêt si elle ne s'accompagne pas d'une plus grande autonomie des partenaires sociaux. À quoi sert de mesurer la représentativité s'il n'y a pas derrière un large espace contractuel? Alors ceci nous a amené à envisager 2 propositions. La première, c'est de souhaiter l'existence d'un domaine contractuel autonome. En principe, la Constitution, dans son article 34, dit que la loi, dans le domaine des relations du travail, fixe des principes généraux. On n'en est plus là, la loi entre dans le détail, et nous nous demandons s'il suffirait de revenir à l'article 34. Bien, dans la mesure où précisément il a été oublié à travers la multiplication des interventions législatives, le Code du travail doit faire 3800 pages, je crois, ce qui quand même est un monument, sans compter les textes d'application. Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir constitutionnellement un domaine réservé à l'autonomie contractuelle? C'est une question, nous lançons ça pour le débat. Deuxième élément, c'est la validation législative des accords. Lorsque les partenaires sociaux signent des accords qui ont besoin d'être transcrits sur le plan législatif, est-ce qu'il n'y a pas pour eux une insécurité juridique lorsque les parlementaires ou le gouvernement disposent du droit de modifier le texte contractuel? C'est un vaste débat. On ne pourrait évidemment pas imaginer que les parlementaires soient privés du droit de légiférer et d'amender. Mais il n'empêche qu'il y a là un sérieux problème, dans la mesure où parfois le gouvernement ou les parlementaires modifient substantiellement les accords qui ont été signés par les partenaires sociaux, ce qui crée pour eux une insécurité juridique. Parfois même, on l'a vu au moment de la transcription législative de la position commune sur la représentativité, on y ajoute, dans la transcription législative, des éléments tout à fait étrangers au débat. En l'occurrence, il s'agissait de la durée du travail. Alors voilà 2 questions que nous nous posons sur l'autonomie contractuelle et qui ont fait l'objet des propositions qui figurent dans notre rapport. Dernier point, c'est qu'il nous semble important d'assurer le développement de la négociation dans l'entreprise. C'est, je crois, notre point le plus fort dans notre rapport. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord peut-être qu'il faudrait que le management des entreprises, les décideurs, s'impliquent plus dans la négociation et dans les instances de représentation du personnel. Ça veut dire aussi qu'il faut sans doute revoir le statut des représentants du personnel, de façon à permettre une plus grande proximité entre les représentants du personnel et les salariés. Et puis enfin, il faut revoir sans doute tout ce qui concerne les négociations qui sont menées avec les élus du personnel lorsqu'il n'y a pas de représentation syndicale. L'enjeu est de taille, surtout au regard des pays voisins dont trop souvent nous écartons les expériences et les pratiques. Nous pensons qu'il faut éviter
repliement hexagonal pour le social. Le rapport, donc, s'inscrit dans cette perspective d'ouvrir un débat, non pas d'apporter des solutions toutes faites, non pas d'imposer des remèdes à une situation qui mérite évidemment des correctifs, mais notre ambition plus modeste, c'est de participer au débat public. Et je souhaite que le premier débat qui intervient aujourd'hui soit le premier d'une longue série pour faire avancer la réflexion sur ce sujet.